On l'a vu ce matin à différents moments. On voit bien qu'il faut qu'on regarde, que ce soit dans les processus de dojo ou dans de la résolution de problèmes, comment fonctionne notre cerveau. Et donc, on nous a semblé, et nous, je ne sais pas, à l'intérieur de l'Institut Ligne France, bon, on est beaucoup poussé par quelques personnes, dont Michael Ballet, à réfléchir, à utiliser ces notions-là et à les prendre en compte. Et donc, bon, malheureusement, Albert Moukébert donne des cours aujourd'hui. Donc, on n'a pas pu l'avoir. Alors, on a cherché quelqu'un d'autre et on n'a pas trouvé. Donc, on s'est rabattu sur une autre solution, qui est une solution de facilité, qui est que je vais vous présenter un petit film qui a été présenté sur un TEDx en 2016 d'Albert Moukébert, qui fait à peu près 18 minutes, et sur lequel il va nous donner une base de discussion, une base de réflexion sur les sujets qu'il va aborder. Donc, voilà, excusez-moi pour le pis-aller, mais je pense qu'au moins on va garder le sujet, même si ce n'est pas aussi vivant qu'une intervention humaine telle qu'on l'aurait voulu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si j'aurai un guide ou un manuel pour le cerveau. C'est quelque chose quand même d'assez complexe. Et c'est une bonne chose. C'est l'organe le plus complexe qu'on connaisse. Et c'est le seul organe qui s'est nommé lui-même. Donc, respect pour le cerveau. Moi, ça fait 10 ans que je suis chercheur en neurosciences et je suis psychologue. Et j'ai encore un peu de mal avec le guide. Et donc, il faut respecter, je pense, cette complexité. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos pensées. On vient d'écouter un très joli talk sur l'éducation. Et il faut pouvoir apprendre à apprendre, mais il faut aussi savoir réfléchir à notre réflexion. Et c'est de ça aujourd'hui que je vais vous parler. Je vais essayer de vous emmener un peu sur plusieurs aspects de notre décision, de notre raisonnement, de comment est-ce que notre cerveau, des fois, se fout un peu de notre gueule pour notre propre bien. Mais pour faire ça, il faut qu'on parle de quelques concepts avant pour y arriver. Si vous prenez par exemple le monde physique, dans le monde physique, tout le monde sait, une action cause une réaction. En gros, si par exemple je prends ma bague, l'action de la lâcher fait qu'elle tombe dans ma main à cause de la gravité. Une action cause une réaction. Je prends la bague, je la balance sur ma tête, l'action va faire une réaction, je vais avoir mal et probablement avoir l'air stupide. Donc on va essayer de l'éviter. Par contre, dans le cerveau, c'est un peu différent. On dit souvent qu'on voit avec les yeux, qu'on entend avec les oreilles, qu'on touche avec notre peau. Mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai. On fait tout ça avec notre cerveau. Nos yeux, nos oreilles, notre peau sont juste des récepteurs qui transmettent l'information du monde extérieur à notre centre de traitement de l'information qui est notre cerveau, qui va décider d'une réaction. Donc si on regarde le cerveau, dans le cerveau, c'est plutôt une action qui passe par un filtre, et ce filtre qui est notre cerveau va analyser ces choses et causer une certaine réaction. Sauf que dans ce filtre, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Et donc, il doit prendre des décisions, des fois, assez rapides. Vous avez vu avec mon collègue qui vous a parlé d'intelligence artificielle qu'il y a une façon de résoudre des problèmes. On peut résoudre des problèmes avec une méthode comme la méthode scientifique. Donc, on va faire des observations, faire une théorie, après faire de la modélisation. C'est une façon précise de faire les choses. C'est grâce à ça qu'on peut construire des ordinateurs, qu'on peut envoyer des satellites en orbite, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile de faire ce processus à chaque fois qu'on doit prendre une décision. Du coup, notre cerveau, le filtre qui traite ces informations, il utilise une autre technique, une technique approximative qui marche à peu près bien. On appelle cette façon de résoudre les solutions des heuristiques. Et notre cerveau, c'est une sorte d'organe qui utilise des heuristiques pour arriver à certaines solutions. Les heuristiques, c'est quelque chose qui marche en général très bien. Mon collègue qui a parlé de l'intelligence artificielle a aussi mentionné les heuristiques. C'est quand il a dit, par exemple, que vous pouvez conduire et vous avez à peu près des chances d'arriver à destination. Du coup, la majorité du temps, nos heuristiques marchent très bien. Si on regarde un exemple, par exemple, d'heuristique, si vous regardez cette photo, la personne qui lance le disque et la personne qui attrape le disque sont en train de faire des heuristiques. La personne qui lance le disque n'est pas en train de calculer la trajectoire du disque, la force du lancer, la pression atmosphérique pour savoir viser exactement où le disque va arriver. De la même manière, la personne qui reçoit ne voit pas le disque voler, son cerveau fait des calculs de trajectoire, de tangente, de sinus et de cosinus, et se place à un endroit et se dit le disque va arriver là. Probablement, ces personnes ont jeté des frisbees à succession, plusieurs fois, et leurs modèles heuristiques se sont améliorés, et ils deviennent de meilleurs à faire cette chose. C'est très important de comprendre que ces heuristiques sont hyper importants pour notre fonctionnement. On ne peut pas fonctionner sans nos heuristiques. C'est mes heuristiques qui me permettent de serrer la main à quelqu'un. On ne calcule pas la vitesse d'approche
comme un avion. On serre la main. Et la majorité du temps, notre cerveau est très sympa, il nous rend complètement aveugles à ces choses. Sauf que des fois, il se trompe. Des fois, on n'arrive pas à attraper le disque. Des fois, je marche chez moi, un espace que j'ai déjà navigué plein de fois, et je me prends la porte, comme si mon cerveau a oublié les limites de mon corps. Des fois, j'arrive pas à viser ma bouche dans certaines circonstances douteuses. Et vous pouvez voir que les enfants, ils n'y arrivent pas vraiment. Et on peut voir le modèle heuristique s'améliorer jusqu'à ce qu'ils y arrivent à peu près à 99,9%. Et du coup, ces heuristiques, on les utilise dans notre comportement, on les utilise dans nos sports, mais aussi on les utilise dans notre raisonnement. Et c'est un peu... Donc, une grande partie du temps, ça marche très bien, mais aujourd'hui, c'est pas sympa, mais on va parler des fois où ça ne marche pas très bien. On va parler des erreurs qui peuvent se passer dans notre raisonnement, dans nos décisions. On appelle ça des biais cognitifs ou des erreurs de logique qui peuvent toucher notre raisonnement. Et pour faire ça, j'ai une petite expérience que je veux partager avec vous. Je vais vous poser des questions. C'est une question très simple. Je vais vous poser la couleur de certains éléments que je vais vous montrer à l'écran. C'est très important que toutes les personnes qui veulent participer répondent très vite. Il faut juste répondre vite la couleur. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas des nuances de couleurs. Juste dites la couleur que vous voyez. Il y a probablement des personnes qui connaissent déjà cette expérience. Ce n'est pas grave, c'est très important que vous participiez aussi. Et du coup, on va y aller. C'est très simple, vous allez juste répondre. Et je vais faire défiler les images. Donc la première image, quelle est la couleur de ce nuage? Très bien. Quelle est la couleur de ces feuilles? Super. Quelle est la couleur de ce carré? Très bien. Quelle est la couleur de cette tasse? Super. Quelle est la couleur de cette diapo? Que boit la vache? Très bien. Du lait? Sauf que si vous regardez, moi, je n'ai pas encore vu des rivières de lait. Je ne sais pas si ça existe quelque part, mais en général, les vaches, ça boit de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est un peu comme un jeu de pyramide rapide qu'on a fait. Si vous dites blanc, blanc, liquide et vache, automatiquement, vos heuristiques vont arriver à la conclusion lait. Pour ceux qui connaissent déjà et qui ont réussi à dire eau, si vous avez fait attention, ils sont un peu plus lents. Parce que le mot lait apparaît automatiquement, il faut qu'on l'inhibe pour donner la bonne réponse. Pour tous ceux qui ont dit lait, ça veut dire que votre cerveau fonctionne bien. Donc je veux déjà vous rassurer, c'est ça qui fait que vous pouvez vraiment fonctionner. Sinon, ce serait beaucoup trop compliqué de tout le temps inhiber et on se prend la tête. Donc certains chercheurs ont théorisé qu'on a deux systèmes de pensée. Un système plutôt rapide, qu'on utilise dans nos heuristiques, et un système plus lent, plus délibéré. C'est important pour moi de vous dire, de partir sur une petite tangente, ça va pas être long. C'est que ce genre d'image, c'est des métaphores. On n'a pas trouvé dans notre cerveau des neurones lents et des neurones rapides. Mais des fois, les métaphores, ça aide à accessibiliser la connaissance, tant qu'on respecte la complexité. Et c'est important pour moi. Le deuxième point que je vais faire n'a rien à voir avec ce talk, mais c'est juste que cette image est divisée en deux, et donc ça peut faire penser pour certaines personnes à un cerveau gauche, à un cerveau droit, à un cerveau créatif. C'est tout à fait faux, ça n'existe pas. Je vais profiter de l'occasion aujourd'hui et des personnes qui nous regardent ici et ailleurs. Il n'y a pas de cerveau gauche et de cerveau droit, c'est vraiment un mythe, et on essaye vraiment de s'en débarrasser, donc j'en profite. Et du coup, on a métaphoriquement des pensées rapides et des pensées lentes. Certaines pensées rapides peuvent se tromper, comme ce qu'on vient de voir. Mais ça ne veut pas dire que nos pensées lentes sont tout à fait rationnelles. Nos pensées lentes aussi ont des pièges. Et nos pensées lentes, on les utilise souvent dans nos décisions. Et du coup, dans notre prise de décision, des fois, on peut être biaisé, on peut être irrationnel. Le problème de notre irrationalité, en tant qu'espèce, c'est qu'on n'est pas seulement irrationnel, mais on peut être prédictiblement irrationnel. On est irrationnel de façon constante. Et du coup, certaines personnes peuvent utiliser cette irrationalité qu'on a, disons, pour nous manipuler un peu. Donc certains chercheurs ont fait une recherche sur du pop-corn, parce que pourquoi pas. Donc ils ont posé deux tailles de pop-corn à vendre. Un pop-corn qui est petit à 3 €, un grand pop-corn qui est à 7 €. Ils ont vu comment est-ce que les ventes fonctionnaient. Et dans ce cas-là, la majorité des personnes achetaient le petit pop-corn, considérant que un pop-corn à 7 €, c'est presque de l'arnaque. Et du coup, ils vendaient beaucoup plus le petit pop-corn. Le lendemain, les chercheurs ont introduit une nouvelle option. Ils n'ont pas touché au petit pop-corn, pas touché au grand pop-corn, pas touché au prix, mais ils ont introduit une option, un pop-corn moyen à 6,50 €. Et là, la majorité des gens commençaient à acheter le pop-corn à 7 €. Le pop-corn à 3 € est soudainement devenu trop petit, ça ne vaut pas le coup. Qui va acheter un petit pop-corn? Le pop-corn moyen, il est à 6,50 €, autant payer 50 centimes en plus et acheter le grand.
Et du coup, cet effet s'appelle l'effet de cadrage. En changeant le cadrage d'un certain élément, sans toucher les valeurs, ni la taille, ni la nature de l'objet, on peut changer les décisions en apprenant, en étant conscient de ces différents biais. Mais si quelqu'un peut nous manipuler, ça veut dire que des fois, on peut se manipuler soi-même. Parce que pourquoi laisser le plaisir aux autres? Donc, des fois, par exemple, je vous donne un exemple, pour les personnes qui font un régime, au lieu de juste compter les calories, ce que vous pouvez faire, parce que notre cerveau, des fois, on peut le manipuler, c'est d'utiliser des plats plus petits. Si vous mettez la même quantité de bouffe dans 3 plats, un plat petit, un plat moyen, un plat grand, la personne qui mange dans le grand plat aura tendance à avoir plus faim que la personne qui mange dans le plat petit, parce qu'il y a tellement de nourriture. Genre, je ne vais pas pouvoir manger le même truc. C'est un peu comme la blague de la personne qui dit qu'elle ne peut pas manger une pizza divisée en 8, mais elle peut la manger si elle est divisée en 4. C'est le même principe. C'est complètement irrationnel, mais des fois c'est comme ça. Donc, on a vu jusqu'ici qu'on peut faire des erreurs, que notre raisonnement n'est pas tout à fait rationnel tout le temps, mais on est quand même dans l'analyse de la réalité, dans le traitement de l'information. Pour la deuxième partie, je vais vous parler de comment, des fois, on peut complètement inventer un sens. Que s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le monde, on invente un sens au lieu de dire on ne sait pas. On va inventer le sens le plus commun. Et pour cela, j'ai ramené aussi une petite expérience avec moi qui touche notre raisonnement. Je vais vous montrer donc une image. Et en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut voir quelque chose pour le croire. Dans notre cerveau, c'est plutôt le contraire. On pense qu'il faut plutôt le croire pour le voir. Et donc, je vais vous démontrer cela et on en reparle juste après. Donc, il y a une danseuse qui tourne. Elle n'est pas aussi belle que les danseuses qu'on avait ici, mais vous me pardonnerez. Et je veux juste, c'est très simple, je veux que tout le monde regarde la danseuse, que les personnes qui voient la danseuse tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lèvent la main. Okay. Les personnes qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Donc déjà, il y a un problème. On n'est pas en train de voir la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre tout le monde d'accord. Si elle ne change pas, et je vais vous la prouver. Tout le temps, tout le monde m'accuse tout le temps de changer, mais elle ne change pas. Si on regarde l'image d'après, si vous regardez à droite et après au centre, pour tout le monde, la danseuse du centre devrait maintenant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous regardez quelques secondes ici et après au milieu, pour tout le monde, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, venez me voir après. Je serais intéressé par savoir pourquoi. Si on reclique, on va dévoiler l'image ici. Si vous regardez ici et après au centre, pour tout le monde, elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les personnes qui disaient que je la change, on va faire la totale. On va diviser les deux. Si vous regardez ici et puis au centre, elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous regardez ici et puis au centre, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes vraiment bon, vous pouvez regarder ici, 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 ici. Elle va commencer à faire une sorte de Macarena. Elle ne peut plus vraiment bouger. C'est important pour moi, quand je montre ce genre d'image, d'expliquer comment ça marche. Parce que comme je vous ai dit, les métaphores, c'est très bien, mais des fois aussi, simplifier un sujet complexe, ça ne nous aide pas. Ce qui se passe ici, c'est que cette image s'appelle une illusion bistable. Elle change de côté. Et une illusion bistable, ce qui se passe, c'est juste que votre cerveau n'a pas de marqueur de profondeur. Donc votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant, quand est-ce qu'elle passe derrière. Et du coup, il attribue sa croyance à la réalité. Donc quand vous regardez ici, on appelle ça un a priori. Votre cerveau va porter l'a priori perceptif qu'il voit ici sur le stimuli neutre. Et si vous regardez ici, votre cerveau va porter cet a priori sur l'illusion bistable et la porter et la voir. Et du coup, perceptuellement, on ne voit pas la même chose. Donc si quelqu'un a cette croyance, donc ça c'est perceptif, ça marche à peu près pareil au raisonnement. Là encore, c'est une métaphore, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais sinon le TED devrait prendre considérablement plus de temps, en années probablement. On ne sait pas vraiment encore, de toute façon. Si quelqu'un croit ça, et une autre personne croit ça, et ils sont en train de discuter de la réalité, c'est difficile de se mettre d'accord. C'est difficile de se mettre d'accord quand on ne voit même pas la même chose. Ce n'est plus une différence d'opinion. Tout à l'heure, mon collègue vous disait qu'il a envoyé 2 personnes dans un endroit où il n'y avait pas de chaussures, et une personne est revenue en disant il n'y en a pas, donc on ne peut pas en vendre, et une personne qui a dit on n'en a pas, il n'y en a pas, donc c'est un énorme marché. Imaginez qu'il envoie 2 personnes, une personne revient et lui dit tout le monde a des chaussures à leurs pieds, une autre personne revient et lui dit personne n'a de chaussures à leurs pieds.
Du coup, ça rend la communication compliquée. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que notre cerveau reconstruit la réalité, on voit les choses plutôt telles que nous sommes, plutôt que telles que le monde est, que des fois nos pensées peuvent nous induire en erreur, aussi bien dans notre raisonnement que dans nos décisions. J'aurais aimé vous donner des astuces pour éviter les biais cognitifs. J'aurais aimé vous donner des astuces pour être sûr que vous voyez ce qu'il y a vraiment, pour voir ce qu'il faut voir et pas ce qu'on croit. Mais j'en ai pas, parce que, comme je vous dis, le cerveau c'est un organe très complexe. Si je viens et je vous dis vous pouvez échanger au bout de 15 minutes, un, je serai en train de vous mentir. Et deux, c'est pas vraiment souhaitable, parce qu'imaginez qu'on peut changer en 1 semaine ou en 2 semaines. Si on était seul, ce n'est pas un problème, mais les humains, nous sommes des êtres sociaux, et on a besoin d'interagir, et donc on a besoin d'une certaine stabilité. Si un jour, je suis calme, le lendemain, je suis colérique, le 3e jour, je suis flemmard, vous auriez du mal à communiquer avec moi, et j'aurais du mal à communiquer avec vous, parce qu'on a besoin de garder certains repères. Et donc, on ne peut pas vraiment changer vite. Notre cerveau suit une temporalité différente de notre société. On est dans une société où c'est très facile d'avoir ce qu'on appelle de la gratification instantanée. Je veux quelque chose, je peux l'acheter, je l'ai. J'ai faim, je peux aller au supermarché, je mange. Mais notre cerveau est beaucoup plus lent. Il suit une temporalité plus lente et il suit une temporalité plus complexe. Et donc, je sais qu'on peut vous promettre des fois de libérer votre cerveau, de débloquer votre potentiel latent. Malheureusement, on ne peut pas vraiment faire ça qu'à travers un travail long et des fois difficile, parce qu'on a besoin de comprendre plein de choses et de nuancer la réalité. C'est beaucoup plus simple d'écraser la réalité, de simplifier les choses, de diviser le monde, de le polariser, et après de se dire on a tout compris. Et notre cerveau qui fait le travail pour nous, qui nous convainc de nos opinions déjà, ça nous aide. Mais ça, on perd en richesse, on perd en nuance, on perd ce qui rend le monde intéressant. Et du coup, si j'avais un conseil seulement pour vous donner, ce serait de douter. Essayez de douter de vos pensées, essayez de douter de vos émotions, essayez de douter de vos intuitions. On dit tout le temps il faut se fier à nos intuitions. Non, si vos intuitions sont en train de vous induire en erreur, il faut douter de vos intuitions. Essayez de douter du mot lait quand il apparaît dans votre tête et de ne pas automatiquement le gérer. Quand je disais que je travaille sur réfléchir à notre réflexion, c'est un peu quand j'ai une idée qui me vient en tête, quand j'ai une émotion qui me vient dans mon corps, c'est de créer une petite pause avant d'agir dessus. Si vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous sentez que vous avez peur, doutez de cette peur. Demandez-vous, est-ce que cette peur est réelle ou est-ce que cette peur vient d'ailleurs? Est-ce que cette peur vient d'un biais? Est-ce que cette peur vient d'une pensée trop rapide? Si vous appelez votre conjointe ou votre conjoint et qu'elle ne répond pas, vous dites « elle est sûrement en train de me tromper ». Doutez un peu. Peut-être que ce n'est pas le cas. Du coup, si vous êtes intéressé par ce genre de questions, par prendre le temps, par vous creuser un peu la tête, par des solutions qui ne sont pas faciles, mais qui respectent un peu la complexité des choses, j'ai créé avec 3 amis chercheurs une structure qui s'appelle Chiasma. Vous pouvez aller sur notre site, chiasma.co, chiasma.co, où on organise des débats périodiques sur Paris gratuits, ouverts à tout le monde, où on fait des débats et après on essaye de détecter les arguments qui sous-tendent notre raisonnement. Parce qu'on est intéressé par pourquoi on forme un raisonnement plutôt que par le raisonnement lui-même. Parce que si vous êtes attaché à un raisonnement ou à une opinion, si vous êtes attaché à votre opinion, à un parti politique, à un couple, à un boulot, et qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, qui vont contre ces choses, vous n'allez pas les croire. Mais si vous êtes attaché au processus, l'opinion n'est plus importante et on peut développer ce qui s'appelle de la flexibilité mentale. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous joindre à nous. Sinon, j'espère que c'était quand même intéressant. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je suppose que c'est intéressant. Est-ce que discuter de ce sujet, dire que non, c'était nul, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas en quoi ça implique mon travail, ou est-ce qu'au contraire... Moi, je peux donner une expérience personnelle. J'ai un sensei, j'ai 2 sensei. Il y en a un qui commence à être très vieux maintenant, donc je ne l'ai plus, qui s'appelle Freddy Ballet, qui était celui qui a installé le Lean en France, et à l'époque où j'étais en poste dans une entreprise,
comme directeur de l'usine, il est venu avec le CEO, il venait tous les mois et puis il venait dire des choses. Donc c'était mon premier sensei. Ensuite, j'ai pris le fils, j'ai pris Michael, et Michael n'a pas arrêté. Je compte pas le nombre de fois où Michael, quand je donnais une idée, une opinion, me disait « mais ça c'est un biais, c'est un biais ». C'est-à-dire qu'en gros, on a, donc je suis certain qu'aujourd'hui j'ai encore ces biais, et je pense qu'aujourd'hui on est tous plus ou moins biaisés par un certain nombre de choses. Et moi, quand j'entends des discussions, que ce soit dans des réunions comme ça, ou dans des entreprises, quand on discute, etc., des biais, on en voit partout. Donc, je pense que ce qui nous a raconté là sur les biais, moi, est profondément fort, c'est-à-dire l'idée de savoir qu'on subit et on cultive des biais est un élément extrêmement important dans notre travail de tous les jours, et en particulier dans la démarche libre. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Beaucoup. J'adore ce film. On travaille beaucoup dans mon équipe et c'est d'ailleurs des personnes de mon équipe qui l'ont amené sur la pensée critique. Et je vous encourage à jeter un coup d'œil. Ça a l'air comme ça très compliqué, mais on trouve des choses. C'est l'art de poser des questions et comment on apprend à ne pas poser des questions pour avoir la réponse qu'on a envie d'avoir, mais pour vraiment faire grandir les gens en face et comprendre. Et on se rend compte qu'on est blindé de biais. On n'arrête pas de poser des questions pour avoir la réponse que « Ah, tu vois, je te le disais bien ». Et c'est un truc... Donc après, la pensée critique, elle nous dit comment on réfléchit. Est-ce que là, on a besoin de poser une question pour clarifier, une question pour vérifier qu'on est sur le bon sujet, une question pour s'assurer que de quoi on parle. Et c'est... Bon, évidemment, on a fait un jeu de cartes là-dessus, nous, dans notre équipe. Hein. Alors, on se balade pas avec le jeu de cartes en se disant « Tiens, là, je vais poser une question, tel type ». C'est pas le sujet, mais le sujet, c'est de s'obliger tout le temps à prendre du recul quant aux questions qu'on pose. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin sur le dojo entre le quoi et le comment. On parle beaucoup des 5 pourquoi, et on se rend compte que quand on dit pourquoi, c'est hyper biaisé. Parce que ça finit toujours par remonter à Dieu, hein, les 5 pourquoi, enfin, quand on est à 7. Hein. Alors que si on demande comment, et ben finalement, ça n'a plus rien à voir. On n'attaque pas du tout la même chose chez les gens. On leur demande comment ça se passe et non pas pourquoi tu fais ça. Et c'est complètement différent. Je voulais témoigner de ça. Merci. Des réactions. On a encore 10 minutes, hein, donc vous pouvez vous lâcher un peu. Ce matin, l'auditoire n'est pas très bavard, hein, je trouve, hein, par rapport à d'autres conférences. Oui, non, pas forcément une réaction, mais plutôt pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Il y a une série de vidéos qui existe sur YouTube qui est excellente, qui s'appelle Crétin de cerveau. Donc c'est quelqu'un qui parle de tous ces biais cognitifs là et qui, Arnaud me faisait la remarque la semaine dernière, visiblement suit la trame d'un livre qui s'appelle en français Système 1, Système 2, en anglais Thinking Fast and Slow. Et les deux ensemble, ça fait un cocktail assez détonnant sur la compréhension, la détection des biais cognitifs aussi. Alors, le livre Système 1, Système 2, bon, c'est pas un petit opuscule, hein. C'est un gros morceau. Mais effectivement, savoir qu'on a des pensées rapides et des pensées lentes, par exemple, moi je trouve que, enfin, je dis souvent quand on travaille sur le Kaizen, en particulier sur le Kaizen 6 points, mais enfin toutes les formes de PDCA que vous voulez, que effectivement la forme du Kaizen 6 points est faite exprès pour sortir de la réaction rapide. C'est-à-dire qu'elle nous oblige, je sais pas si tout le monde connaît le Kaizen 6 points ou au moins un peu de PDCA, hein. En fait, avant, on a tendance à passer d'un problème aux solutions. C'est-à-dire que les solutions, c'est notre réponse rapide. Et souvent, bon, parfois elle peut être bonne, mais souvent elle est biaisée. Parce que de toute manière, on est plein de biais. Et donc, le point 2 du Kaizen 6 points, c'est de décrire le procédé dans lequel on parle, sans penser à des solutions, sans chercher des causes, c'est quelle est la situation dont on parle. Et ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à voir des choses, et plus on va rentrer dans le détail de la situation qui est celle de notre problème, plus les vrais sujets vont apparaître de manière simple. Au Japon, ils considèrent que 80% du temps de résolution de problèmes, il est dans cette ligne-là. Il est dans cette ligne-là, c'est-à-dire de comprendre de quoi on parle, quelle est la situation dont on parle. Et
vérifiez par vous-même si vous passez beaucoup de temps sur l'analyse du procédé dont on est en train de parler et pour lequel on a identifié un écart, eh bien, vous verrez que ça simplifie vraiment la vie et qu'on n'aboutit pas forcément à des choses qu'on avait dans la tête au démarrage. Sans aller jusqu'à Dieu, bien entendu.